funny people can jump. Ok, on y est. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce troisième, quatrième. C'est le 16e. C'est le 16e. Le 16e déjà. Faut qu'on les sorte. Le temps passe vite. Faut qu'on les sorte, tout ça. Non, troisième épisode de Funny People Can't Jump. En français, les gens drôles n'ont pas la détente sèche verticale suffisante pour toucher le panier. Tout à fait. Je crois que c'est ça. Pour atteindre une hauteur Pour supérieure. atteindre une hauteur supérieure à 3,10 m, qui est le panier réglementaire, il me semble. Tout à fait. Voilà, troisième épisode, ça va vite. Moi c'est Le temps Kenny. passe vite. Je suis Kenny, moi. Moi, je suis Tariq. A.K.A. Kenny the Bird Smith. Et Tariq, a.k.a. Shep Popovich. C'est préparé, c'est dans la boîte. Ouais. Comment tu vas? Écoute, ça va. Comme Ouais. tu vois, je fais des trucs en parallèle, mais ça va. Ça va. Comment tu vas? Tu prépares tes notes? Ouais, bon, ça va. Yes, parce que je suis quelqu'un de. De toute façon, maintenant qu'on est à l'aise, troisième épisode, c'est bon maintenant. On est dans le podcast game. C'est le troisième, 16e épisode, c'est ça? Parce que c'est la troisième reprise. On est entre les enregistre le deux, 16e. 19, on est au 8ème. Entre 20 et 40 à peu près. Ouais. De toute façon, qui compte? Qu'est-ce qui compte dans Qu'est-ce la qui vie? compte de toute façon? Ouais. Comment tu vas? Bah, écoute, Ça se passe bien? Ça va. Ouais, super. ouais. Un enregistrement de podcast. Stand-up c'est a repris. cool, le stand-up reprend. Tout doux. Timidement. Ouais, bah du coup, Ou gentiment. Mais que ça reprenne, c'est déjà cool en vrai. Hein, parce que, c'est clair. Ça reprend, contrairement à la NBA. qui reprend pas encore. Ouais. Donc nous, on lance un podcast NBA. Quand il n'y a pas de NBA. C'est ce qu'on fait. Mais c'est logique. On est devenu bon au stand-up pendant le confinement. Non, mais c'est qu'il y a eu de la NBA C'est ça. pendant 20 ans et on s'est dit non, pas de NBA. On va attendre On va qu'il n'y en ait attendre que plus. ça arrête. Et c'est là qu'on saisit le marché et qu'on se dit, Bim. podcast on est NBA, dans les le gens, game. ça leur manque. Ouais, du coup, reprise. Qu'est-ce que t'as vu comme info sur la reprise là? Bah, sur la reprise, ils ont annoncé un petit changement sur le calendrier où ils décalent la draft. Ah oui. Et ils ont annoncé les dates de Free Agency. Du 15 août, non? Free Agency du 18 octobre. Ah oui, rien à voir. Puis après au 23 octobre. C'est tout? Non, 23 octobre c'est la date moratoire. Du coup, non, du 19 au 23 c'est je crois les dates, la période qui rajoute entre la trade deadline et la finalisation des contrats. Ah oui. Tu vois. C'est là qu'ils doivent. Genre là, ils doivent re-signer. Ils sont pas re-signés, ils sont free agent. Ouais. Moi, j'ai jamais tout capté sur les unrestricted, tout ça là. Il y a un petit truc. C'est vrai, après, je pense que C'est tous très- deux, de toute façon, pas les gens- notre truc, c'est intéressant à savoir de temps en temps. On sait pas, Mais, ok? mais à quoi bon savoir? On saura pas. Free agent. Donc voilà, la draft, c'est le 16 octobre, ça je te l'ai dit. Et voilà, c'est tout. Du coup, le 16 octobre, ce sera juste après les finales NBA. Donc la draft commence quasiment tu vois, quelques jours après les Intéressant. finales Moi, je me demande les joueurs, enfin, c'est les joueurs du collège, lycéens, ils vont se servir de tape d'il y a un an, quoi. Parce que là, ça joue plus, là. Ouais. Tu sais, c'est genre, C'est vrai. genre à quel point ils étaient bons il y a un an. Ça se trouve, t'as un gars super bon il y a un an Ouais. qui s'est pas du tout préparé pendant le. Ouais, Tu vois ce mais que je veux dire enfin, je sais pas, après en soi, ils ont pas le choix. Et deux, de toutes les façons, les équipes NBA les draftent pas forcément sur les vidéos, mais c'est purement sur les stats, quoi. Ouais. Du coup, déjà que les stats sont pas ouf. J'ai l'impression que c'est la première année où tout le monde s'en bat les couilles. de la De la draft. draft, ouais. Bah, Il n'y a pas de. Déjà qu'il n'y a pas de gros De Zion, prospects de Blake à Griffin, voir, tu vois, il y a pas il y a de- un Lavar. Il y a un. Non, Lavar, son gamin, l'un de ses gamins. Un Lavar Sons. Là, je pense son gamin le moins nul. Ah, je sais pas, mec. Non, je pense qu'il est pas mauvais lui. Lonzo Ball, il était franchement. Il prospect. était bon depuis qu'il a arrêté de parler à son père. Non, mais du début, c'était le garçon qui est hyper calme, hyper droit. Mais juste trop de pression, Et je fils pense. d'un- Je sais pas si c'est la pression ou pas. Hein. Parce que son père, c'était vraiment genre. C'est genre. En vrai, c'est marrant qu'on en parle parce que moi, je me rappelle quand je voyais ça, je me disais putain, le mec est hyper droit. Genre, ça se voit qu'il a l'habitude de gérer son père. Donc, ce côté avoir un père qui fout la merde et qui. Genre, il sait gérer, mais c'est le reste.
Ou peut-être que là, c'était peut-être beaucoup de pression pour lui. Mais je pense que le fait que son père soit hyper présent dans les médias, ça l'a jamais dérangé. Ouais, mais tu sais, genre, c'est jamais. Enfin, j'ai jamais. Parce que le père, il voulait que ce soit à propos de lui, tu vois. Ouais. Tout le temps et tout. Et tu sais, quand t'as 20 ans, t'as envie de. Mais je pense qu'il a vécu, tu vois, vu qu'il a toujours. Ouais, mais genre, quand il a était au toujours lycée, su, quoi. il allait pas à First Take, il allait pas sur les plateaux avec Shannon Sharp et Skip Bayless et tout Ouais. pour parler de. Ouais, moi je veux pas tout Michael Jordan, un contre un. Mais Je pense stupide. je pense qu'il a toujours été l'avare à son niveau. Quoi. C'est juste que quand il a eu son fils, il était drafté combien, Lonzo Ball? 3ème, je crois. 3ème. Tu vois, quand il a son fils dans le top 3 de la draft, bah, du coup, il a juste accès à beaucoup plus de trucs. Quoi. Ouais, mais je pense que là il a compris que pour son fils devienne bon, il fallait qu'il ferme sa gueule. Là on entend plus parler depuis un an presque. Bah, pourquoi on n'entendrait pas parler de lui, vu que son fils, il fait quoi là? Il fait des 10 points, il est titulaire hein. Non, je crois qu'il est un peu plus 6ème homme, des fois titulaire, des fois 6ème. Mais il fait de bons matchs. Hein. C'est qui le meneur titulaire déjà? Ah, c'est Drew Holiday? Ouais, c'est possible. Attends, Ne me coûte pas là-dessus, mais c'est possible, ouais. Ouais, mais on parlait de quoi en fait là? On parlait de. La draft, ouais, mais là il n'y a rien. Bah, il y a le bol, il y a le numéro 1, je crois qu'il est c'est quasiment acquis. Je sais plus comment il s'appelle, mais en fait, c'est rien. Il n'y a rien qui excite les GM, tu vois. Ouais. Genre là, ils disent qu'il n'y a pas vraiment de talent générationnel dans cette draft. Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'ils disent. Mais des bons joueurs, je pense. Mais en soi, c'est juste que il n'y a pas de gros prospects, mais on peut pas savoir s'il n'y aura pas un joueur qui fera 10 All-Stars. Ouais, et puis je suis intéressant de savoir quels joueurs européens ils vont sortir cette année. Ouais, Parce qu'il y a un joueur européen. Mais je pense que chaque année, t'as toujours t'as des joueurs qui sont deuxième tour de draft et qui finissent par être des légendes. Oui. Donc même les drafts les plus pourris. Ouais, bien sûr. Je me rappelle, j'ai entendu il n'y a pas longtemps parler de la draft de Aldridge. Ouais. Ouais, il était pas bas. Hein. Bah, sa draft était pas ouf. Non, ouais. Et tous ceux qui étaient bons, ils étaient à partir du 20ème, à part lui, hein, mais je pense qu'ils étaient tous. Il me semble que c'est la même draft que Rondo, ne me compte pas là-dessus. Bah voilà, Rondo, il est 28ème, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est la même draft. Mais en fait, c'est. Bah après, oui, des fois, tu peux te tromper. Et Rondo, il est pas du tout gros prospect. Hein, quand non, c'est pas un joueur à gros stade de collège. Déjà que le scoring n'est pas haut au collège. Ouais. Mais bah, la draft. Moi en actu, là, j'ai un peu suivi Kyrie versus Perkins. Ouais. Je sais pas si t'as vu ça, mais les deux devraient rien dire en fait pour moi. Parce que Perkins, pour moi, c'est juste le gars qui a vu un peu trop près les couilles à Blake Griffin un peu trop souvent. Putain. Non, c'est vrai. Tu sais, genre, il est juste le gars qui voulait tout le temps se battre aussi. Mais, franchement, mais très utile Perkins, chez les Celtics. Ouais, Perkins c'était pas le plus agressif. Non, mais genre, il était tout le temps dans les mauvais. Jamais vu, bon match de Perkins hier soir. Tu vois? Tout le temps, Perkins, il a fait une faute flagrante sur quelqu'un, tu vois. C'était son boulot, mec. Ouais. Il était dans une équipe où il y avait 4 Hall of Famers. Mais il était. Je pense là où il était au top, c'était chez même le Thunder. Quand il était pivot chez le Thunder et qu'ils étaient arrivés en finale contre Miami, c'était lui. Mais ouais, non, là, il avait pris l'angle opposé de Kyrie. Je vais pas me rentrer dans les détails trop. Juste, on en parle 5 minutes parce que pour moi, le fait que ce truc existe, soi-disant, c'est juste que Perkins, maintenant, il est consultant sur ESPN. C'est tout. En temps normal, sans ça, ça n'existerait pas. Lui, c'est un gars, genre s'il n'était pas consultant, il aurait 3000 abonnés sur Twitter. Et vu que c'est ses débuts, tu vois, les gens découvrent encore le fait qu'il est hyper direct et qu'il est un peu street, quoi. Mais ouais, moi je vois pas la plus-value qu'il peut apporter. Ouais, c'est pas Perkins, c'est pas le gars dont je veux entendre son avis sur un match de basket. Même lui, il veut pas entendre son avis. Ouais, c'est pas le gars. C'est pas le gars que je vais rechercher. Qu'est-ce que Perkins a dit sur les finales NBA, tu vois. Mais ouais, mais moi le point de Kyrie, je le comprends de plus en plus. Et même il y a beaucoup de joueurs qui se mettent derrière lui. Après, j'ai l'impression que tous les joueurs qui se mettent derrière lui, c'est des joueurs qui n'ont rien à jouer cette année. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, c'est pas les gens qui ont un shot pour gagner une petite année, ils sont pas là à prendre le. Tu vois, c'est un peu les gens, on a fait une mauvaise saison.
ça peut se comprendre, mais c'est très complexe Bah ouais, comme issue, tu vois. T'as tellement de trucs qui rentrent en jeu que c'est normal que les gens se posent des questions. Surtout quand t'as des millions en jeu. Après, je pense que la saison elle va se faire, il n'y a pas de genre avec ou sans eux quoi. Mais Kyrie il veut lancer sa propre ligue. Ouais, mais il fera pas ça. Parce que la ligue NBA déjà, elle peut pas lancer sa propre ligue, enfin elle n'arrive pas à lancer une compétition. Ouais, c'est vrai. Comment lui il va le faire jamais. à un autre parc. Il le fera sur une terre plate, tu vois, mais. C'est clair. Il va le faire à l'autre Disneyland. Mais non, mais Kyrie, c'est intéressant qui raconte ça. Il ferait mieux de s'entraîner un peu. Bah, en parlant de ça, le fait de s'entraîner, je sais pas si t'as vu, il y a une info qui est sortie sur LeBron James. Il aurait organisé des entraînements secrets avec d'autres joueurs de en Russie. Non, à Los Angeles. Alors c'est pas secret, forcément en Russie. Parce que si ça avait été en Russie, Trump en aurait parlé. Bim. Et pas de politique dans ce plein de podcast, ok. Mais pas Trump, il est pas dans la politique. Bam. C'est vrai. Donc je disais, LeBron James, entraînement secret. Et du coup, il avait genre tous les équipements qu'il fallait. Une vraie salle avec tout le matos qu'il faut. Et entraînement régulier avec plusieurs joueurs de LA. Et c'est JJ Redick qui en touche un mot pendant une interview. Il a balancé. C'est pas là où ils ont fait une réplique du Staples Center? Ouais, c'est ça. Ah, c'est exactement ça. J'ai vu cette info-là, mais j'ai pas regardé parce que ça a l'air d'être chiant, mais c'est ça du coup. Ouais, c'est LeBron James qui a fait ça, c'est vraiment ouf. Ouais, mais il y avait qui avec lui? Bah, des joueurs de LA, du coup, je suppose qu'il y avait Eddie, Green. Je suis sûr qu'il a dû inviter aussi les Clippers. Non. Non, parce que JJ. Non, plus les Clippers. Mais il est à New Orleans normalement. Ouais. J'adore ce joueur. Mais je me dis, je kiffe JJ Redick, moi. Très bon gars. Il a fait le taf partout où il était, je trouve, moi. Son taf. Ouais. Et il défend aussi un peu. Non. Un peu. Non. Un peu, il s'est amélioré. Non. Un petit peu. Il s'est amélioré par rapport à. Non. Là, il a un non. Plus qu'Arden. Bah ouais. Il y a une chaise qui non, plus que Harden. Moi, je trouve que c'est un bon joueur à avoir dans ton équipe. Un vrai kiff parce que c'est un des derniers gars à avoir ce jeu de catch and shoot. JJ ou Kyle Korver? Hein? Tu prends qui, Korver ou JJ Redick? Je prends Korver. Parce que Korver, je trouve qu'il est plus utile sur un terrain. Il prend plus de rebonds, il défend plus. Après, maintenant, la comparaison n'est pas bonne parce qu'il est beaucoup plus vieux, Korver. Non, bien sûr, mais genre, ils sont un peu le même style de jeu, tu vois. Catch and shoot, quoi. Ouais, un peu moins, parce que Korver, c'était vraiment shooter de série. Je sais pas si tu te rappelles quand il était à Philadelphie. C'était vraiment le mec qui pouvait. C'était genre une sorte de Klay Thompson. Ouais, Korver, c'est l'un des meilleurs shooters de l'histoire du basket. Hein. Ouais. Carrément. Mais JJ aussi. Hein. JJ Redick, Kyle Korver. Mais JJ Redick, ça a toujours été un gars qui est plus régulier. Mike Miller aussi, à l'époque. Ouais, Mike Miller. C'était un très bon shooter. Que des blancs. Et voilà, moi c'est mes références. Qu'est-ce que tu veux? Bah écoute. On a la même détente, ok? Bravo. Je crois pas que t'aies la même détente que Mike Miller. Ils sont juste plus grands que moi. Si je veux faire. Mais Kyrie va chez Perkins. Autre info sur les entraînements, les gens qui s'entraînent. Marc Gasol, une photo de Marc Gasol est sortie. Il a grave perdu du poids et il est fit comme jamais. Donc, on dirait plus un pirate obèse? Non, fini. Maintenant, il a des muscles. T'es sûr? Je te jure, mon gars. T'imagines Marc Gasol, déjà que quand il était tout patos, c'était le meilleur défenseur de la ligue. T'imagines là, fit? Je le vois face à Embiid. Il sort au premier quart-temps. Genre Marc Gasol, là on dirait Schwarzenegger. On dirait Pau Gasol. On n'est pas sur un. Ok, d'accord. Donc que de la barbe en plus. Il s'est pris une barbe quoi. Il est vraiment fit. Je crois qu'il a même perdu la barbe. Il y a Jokic qui a perdu du poids aussi. Ok, je savais pas. Jokic il était fat. Hein. Ouais, mais Jokic, je pense qu'il a beaucoup de marge pour être fit. Hein. Non, mais il a perdu, je crois, 30 pounds. Ok. Ce qui me donne du 12-13 kilos, il me semble. Alors, si tu dis pounds, alors c'est kilos. Sinon. Non, mais moi je parle pour les Français. Là. On a un public français, / québécois, / peut-être africain. C'est tout. On parle pas. Mais le on niveau d'insulte. Non, c'est les francophones quoi. Je vais pas dire qu'on a un public en Inde.
Ce n'est pas le cas, ok? Il y a des francophones en Inde, ok? C'est vrai? Calme-toi. C'est vrai que c'est vrai, c'est vrai. Mais Jokic a perdu beaucoup de poids aussi et ça peut faire mal. C'est un peu plus dynamique sur les jambes, boum. Cool. Mais ouais, j'espère que. J'espère que ça va reprendre. Là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de cas de corona, notamment à Orlando. Beaucoup de cas. Ouais, c'est les infos qui sortent sur Orlando, comme quoi il y a un pic, mais en soi, je me dis. Il y a aussi un pic à Strasbourg. On peut dire, on va pas faire des pics. Alors, du coup, on peut envoyer un petit tweet à la NBA pour dire n'organisez rien. T'inquiète, on a eu un pic à Strasbourg et un pic dans le 95 et un pic dans le Poitou-Charentes. Voilà, on leur donne toutes les zones où il faut pas personne lancer de match NBA, quoi. De toute façon, aux USA, ils sont dans le déni, donc c'est bon. Le déni, c'est bien. Ils sont dans le déni. Plein de problèmes dans la vie. Ils ont un gun, ils sont dans le déni. Non, mais je pense qu'avec les mesures qu'ils prennent et la bulle, etc., je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème pour les joueurs en vrai. Oui. Puis, Et tu vois, les 8 matchs qu'ils prennent au début, ouais. ça se fait sur 3 semaines, je crois. Il me Presque. semble. 15 jours, je crois. Mais justement, je crois 1er au 15 août. c'est plus de 14 jours. En Ah tout ouais. cas. Donc on saura s'il y a des morts Exactement. chez les coachs. Assistants. Exactement. Il y aura des morts que chez les coachs. Ouais, bah oui, chez les coachs et chez les arbitres. Yes. Ouais, qu'est-ce que t'as vu d'autre, Tariq, en actu? Ouais, on parle encore d'un grand babar, Noah, signé jusqu'à la fin de l'année aux Clippers. Ouais, mais ça, c'est bien. Moi, Ça fait plaisir. En plus, on l'a pas entendu vraiment dans les médias, là, ça m'étonne. Pourquoi? Parce que il il parle a pas quand même- beaucoup. Ouais, il a quand même une grande gueule, là, non? Non, c'est un bon gars. C'est un bon gars. C'est un bon gars, c'est juste que quand tu lui tends le micro, il va parler. Ouais, il va quoi. tendre vers dire des trucs nuls. Mais Il est pas politiquement correct. les Clippers, ça peut faire mal, putain. Ouais. On verra. Hein. Moi, tu vois, je Parce que lui, je pense que son rôle, ça va être de défendre et de faire des fautes un peu sur les grands, sur AD, etc. Quoi. Ouais, il va pas jouer 48 minutes. Il va pas, c'est pas lui qui va prendre le scoring en main, quoi. J'espère. Tu vois, c'est pas lui qui va être là à taper des fadeaway avec 5 secondes qui restent, tu vois. Je vois mal Kawhi passer la balle à. Avec son Noah. le shoot le plus bizarre que j'ai vu. Ouais. Avec Sean Marion, bien sûr. Il a été meilleur défenseur de la ligue. Hein. Mais il était très bon. Première All-NBA, première team, défenseur de la ligue, 4ème du vote MVP une année. Ouais, énorme. Gros joueur, les gens s'en souviennent pas. Yes. Yes. Mais l'actu, elle est pas beaucoup cette semaine. C'est bien. Il se prépare, au moins c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de problèmes. On se contente de ce qu'il y a. Mais j'ai peur qu'il y ait beaucoup de joueurs le jour J qui ne jouent pas. Ouais. Enfin, j'ai pas peur, mais je me dis, est-ce que je vais autant kiffer s'il n'y a pas tous les joueurs que je veux voir jouer qui jouent? Je pense qu'il y aura tous les joueurs majeurs. Majeurs, ouais, même, tu sais, je trouve ça dommage que des joueurs ne jouent pas, mais je comprends après les raisons. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment une vraie saison si pas tout le monde joue, tu vois? Bah, ça peut pas être une vraie saison, vu comment ça se passe et qu'il n'y a pas 82 matchs. Ouais, mais est-ce que c'est similaire au lockout, tu vois? Non. Non, mais genre, pas dans les. Genre, il y aura un Astérix à côté de la saison, mais ça va pas être une fausse saison non plus, tu vois. Ils ont quand même joué 2 tiers de la saison, ça va reprendre un peu plus tard. C'est pour ça que tout le monde a envie que ça reprenne, même les joueurs. Ils veulent que les 50, je sais pas combien, 60 matchs qu'ils ont joué avant comptent pas pour du beurre, c'est tout. Au moins ils finissent cette saison, et peu importe ce qui se passe après, on passe à autre chose l'année prochaine. T'as des contrats t'as des joueurs qui veulent aussi montrer que l'année prochaine ils valent quelque chose, ils peuvent être signés. Ouais, ça va voir. J'ai hâte de voir un match aussi, parce que ça me donne. Ça va être bizarre. Ouais, je pense que ça va ressembler à nos shows de stand-up. Pas grand monde. Pas grand monde dans les tribunes. Ouais. Et je pense qu'il y en aura moins que dans les shows de stand-up, parce que pour le coup, il n'y aura personne dans les. Bon, il y aura quand même des gens, je pense. Hein. Non, mais pas des publics purs, mais il y aura des caméramans de temps à autre, des exécutifs. Tu veux dire des caméramans qui tiendront une caméra derrière l'objectif donc on ne verra pas? Ouais, mais quand il y aura un homme sur la roue. Mais non, mais tu sais ça. T'imagines un caméraman qui filme et qui se dit putain, il n'y a vraiment pas de monde, viens, je mets ma main. Je pense qu'avec tellement qu'il n'y aura personne, je pense que tu vas pouvoir entendre des trucs du genre.
fuck, la caméra s'est éteinte. Tu sais, genre, ah merde, tu sais, genre des trucs. Merde, elle est tombée la caméra. Je pense qu'on t'entendra tout en fait. Ouais, je pense, c'est possible. Le téléphone portable qui sonne et tout. Non, mais c'est vrai. Fuck, je vais pas appeler à celle-là. Non, je pense que ouais, ça va être. Bon, après, ils savent gérer le son, contrairement à nous. Donc, ouais. Il y a. Ouais, ça va être sympa, ça va être sympa. J'ai hâte que ça reprenne pour voir. Yes, ça va ça reprendre passe, ouais. bientôt. On passe au sujet de la semaine. Oui, on peut y aller. Allez, go. Cette semaine, aujourd'hui. Donc cette semaine, la semaine du XXX juin. Pour le 20e épisode. On voulait vous parler une spéciale de Carmelo Anthony. Melo. Dit Melo, a.k.a. Melo Time. C'est pas du tout ça en plus. Melo. On voulait parler de Carmelo parce que c'est Yeah. on trouve que c'est un cas un peu spécial dans la NBA. C'est un cas unique en vrai. C'est un cas unique. Qu'est-ce que tu voulais dire sur Melo, Tarek? Quels sont quand on dit Melo, toi, quand on te dit Carmelo, qu'est-ce que tu penses direct? Lala. Ah putain. Ça veut en dire long déjà ça. Mais vraiment, moi ça me déprime les fois où je trouve qu'il est. J'aime beaucoup le joueur hein, et je trouve qu'il est hyper élégant quand il score et tout, les beaux matchs, les belles performances de score. Ça a toujours été un kiff. Mais vraiment, je trouve ça relou qu'il soit autant égocentrique, qu'il soit autant dans tout ce qui est pas basket. Il se prend pour un thug, encore. Je pense même pas qu'il. Il se prend vraiment pour un thug. Il se prend. Tu penses qu'il se Quand prend pour une superstar, c'est ça? Non, encore un gars de la street aussi. Mais c'est pas un gars de la street. Non, il se prend encore. Il se prend pour un gars de la street. Mais non. Ah si, à chaque quelle fois. ville? Genre, je sais pas quelle interview, il essaye de. Il est de quelle ville déjà? Il vient de New York State. Okay. Il était à l'université à Syracuse. C'est l'université que dans la famille on supporte. Les Orange. Titre en 2003. Bon, depuis qu'il est parti, il n'y a plus rien, mais au collège, c'était la star. Ouais, un des meilleurs joueurs de collège. Il a été drafté deuxième après le banc. Ouais. Et ouais, Carmelo, donc toi, quand on dit Carmelo, c'est le off du field qui prime de ça. En vrai, c'est ce qui me déprime. Pour préparer un peu ça, j'ai revu sa plus belle perf avec Portland depuis qu'il a repris. Portland, putain. Où il met 28 points et le shoot de la gagne contre les Raptors. Il est super content. Ouais. Interview de fin de match. Pas un mot pour ses coéquipiers. Mais oui, mais il croit qu'il peut encore être MVP. Mais il croit qu'il peut encore être le gars. C'est déprimant. En vrai, c'est déprimant. Non, mais Carmelo, c'est. Et en fait, lui, pendant cette interview, parce que tu vois, c'est pas sa première chance. C'est qu'il en a eu plein, tu vois. Il a eu OKC, il a eu Houston et tout. Là, pour lui, il a déjà répété ce moment, tu vois, où il se dit on fait une interview post-match où je fais ça, je sais ce que merci à mes coéquipiers, le public a été génial. Mais non, mais pour lui, non. genre dire non, c'est le travail, j'ai bossé pour lui, c'est ce qu'il faut faire. Il est déprimant. Je trouve qu'il est complètement mégalo, quoi. Mais tu peux pas lui reprocher, hein, il a quand même été. Il a quand même été le mal alpha pendant des années. Ouais, mais quoi. Moi, Carmelo, quand on me dit Carmelo, j'ai un seum qui ressort. Est-ce que ce serait pas parce que t'es fan de New York? Genre, des années perdues à regarder ce gars ne pas faire de passe à ses coéquipiers. C'est vrai que maintenant, depuis que Melo est plus là, ça va beaucoup mieux. Non, oui, mais genre, non. Parce que, après, certes, ses coéquipiers, c'était J.R. Smith, Raymond Felton et compagnie. Tu vois, pas des gens réputés aussi pour être très très équipe. Mais c'est un somme, parce qu'on nous avait vendu du rêve et il était juste là pour être à New York et pour mettre des paniers. Il l'a fait, hein. Il en a raté beaucoup. Ouais, mais genre, putain. Non, un somme, et aussi je retiens une date, le 12 août 2014. Non, le 23 novembre 2014. Ouais, je me dis août, ça joue pas, ouais. C'est la date de sa dernière passe. Des fois, je regardais des matchs. Je trouve ça trop drôle parce que t'as pris J'ai pris un mauvais. J'ai pris un mauvais jour. Mais t'aurais dû filmer parce que ça aurait été. Encore plus drôle. En entraînement. Ouais. Imagine. Non, c'était une passe à son gamin. Non, mais Carmelo, c'est genre. Putain. Je le voyais, c'est genre. Il prend. Ouais.
il fait tout le monde. Quelle tout le monde. belle imitation, mais c'est Non, incroyable. tout le monde, allez là-bas, sortez du terrain. Ouais. J'ai pas besoin de vous. Mhm. Et il shoot. Mais en vrai, le côté croqueur, moi, c'est même pas ce truc qui me dérange le plus. Parce qu'en vrai, il y a plein de croqueurs dans la ligue. Ouais, Il y mais en a moi, plein. il faut que ça disparaisse, les croqueurs. Non, Parce mais que il y en quand t'es aura fan- toujours. Il y en aura toujours. Parce que toi, t'as pas été fan d'une équipe où il y avait vraiment des croqueurs. Mais non, dans toutes les équipes, t'en as. Oui, mais Enfin, aux Spurs, il y avait y'en a vraiment eu. pas. Parce que, tu vois, Popovic, s'il y en a un qui commence à croquer, du style par exemple Rudiger, j'imagine, qui est un peu plus croqueur que les autres, Mais il l'est pas. Non, mais maintenant aux Spurs, il il a l'est eu pas. des années un peu croqueur. Ouais, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que je pense dans la carrière de plein de joueurs, au début, ils sont en mode il faut que je prouve à la ligue que je peux faire de gros stats, que je peux gagner des matchs, que je vaux tel et tel million en contrat. Et une fois qu'ils font ça et qu'ils ont passé des années de croqueur, ils essayent de gagner des titres. Et il y en aura toujours. Tu vois, j'aimerais bien te prendre des exemples là de joueurs qui vont. Westbrook, comment il s'appelle Booker. David Booker. Booker, il croque Westbrook beaucoup aussi. moins. Ouais, Westbrook, je pense. C'est un croqueur. je- Des fois, il monte la balle, shoot à 3 points pour aucune raison. Non, mais je pense que c'est ça le truc. Westbrook, c'est pire ou c'est différent. C'est que c'est même pas que c'est un croqueur, c'est que. C'est un croqueur stupide. C'est que même quand il essaye de gagner, c'est normal pour lui de shooter de n'importe où parce qu'il réfléchit pas. Des fois, il reste 5 secondes, ils sont down par 3, Je pense qu'il est juste. il shoot à 30 mètres. Il a juste des Ça n'a aucun moments sens. où- Ouais, mais il est comme ça. En plus, t'as plein d'actions où il shoot à 3 points alors qu'ils ont même pas besoin d'un 3 points. Oui, Et c'est complètement. J.R. Smith, mais bon, Et c'est pas il est ça. meneur. Il est meneur. C'est son Ouais, boulot, ouais. normalement. Mais moi, ces joueurs-là, même si des gens me disent non, il est fort, je peux pas. Moi, je juge les gens, Ouais. leur connaissance NBA, sur la manière dont ils jugent Westbrook. T'as plein de gens qui kiffent Westbrook. Oui. hein. Mais je leur dis, Moi, je suis pas fan de Westbrook, mais. si on dit lui c'est un top player, top 5, faux. Je peux pas. Je ne t'écouterai pas. Sur les stats, il est comme. C'est Oui, mais c'est on le parle pas de premier stats. joueur qui fait un triple double. On parle pas de stats. Ouais, tu me fais chier parce que tu me forces à défendre Westbrook et ça me casse les couilles. Défends-le. Viens, on continue à parler de Melo. Ouais, fuck Melo. Et, Tu défends pas Melo, j'espère. Non, Non, mais, nice. non, mais du coup, Melo, ouais, pour moi, c'est pas un croqueur. Ce qui me fait chier le plus, c'est que on sait le talent qu'il a. Tu vois, sur les premières années avec LeBron, ils étaient au top. Neck and neck, ouais, sur les. Et en fait, ce qui me fait chier le plus, c'est que il a un jeu qui est beaucoup de shoot à mi-distance et il a une sélection pourrie parce que c'est un croqueur et tout. Et il a genre tous ces problèmes-là. C'est tout, il a pas changé tout ça, il a pas fait évoluer son jeu. Et aujourd'hui, il sert à aucune Non. équipe. Moi, je me dis vraiment, Melo, aujourd'hui, il sert à Portland parce que Portland, ils ont des blessés, ils ont plus Nurkic qui score, ils ont besoin de quelqu'un qui score. Mais vraiment, je pense qu'en soi, Melo, c'est très possible qu'il serve à aucune équipe pendant des années. hein. En fait, tant qu'il change pas, parce que aussi, il faut savoir qu'il c'est pas un gros défenseur. On l'a jamais vu défendre. Ouais, voilà. Donc, du coup, après, je trouve que c'est l'un des meilleurs rebondeurs pour sa taille. Pas du tout. C'est un très très bon rebondeur. Surtout offensif. Moi j'ai vu tous les matchs des Knicks. Offensif. Genre, C'est un sur le croqueur de stats, En c'est fait, pas un rebondeur, c'est oui, un mais genre, croqueur de stats. Quand il- il prend un rebond, il vole un c'est l'un rebond à des un meilleurs. coéquipier. Ça a été l'un des meilleurs au panier. Même s'il rate, il prend le rebond. Genre quand il est dos au panier et qu'il bully un gars plus petit que lui, il est très fort. T'as vu trop de matchs des Knicks et en plus ce que Mais- t'es en train de décrire, Melo, Et là c'est le seul moment. Melo Non, non, non. dos au panier face C'est à un le- mec qui est plus petit. C'est le seul moment où Il je doit vais. scorer à chaque fois. C'est le seul moment où je vais le défendre. Voilà, notez-le. Mais Vas-y. je trouve que c'est un très bon rebondeur. Mais Mais tu peux pas Aujourd'hui- dire que c'est bon, putain. non, mais ok, mais je veux dire aujourd'hui, Ouais. il va pas. Là, il peut s'arrêter de jouer. Tu vois. Si. Il peut s'arrêter de jouer, il peut aller jouer en Chine avec Marbury. Oui, mais en vrai, tu Ouais, trouves pas lui- que c'est triste qu'il arrête de jouer Ouais, mais lui, c'est un problème mental qu'il a. Ouais. C'est un problème, il comprend pas la logique de la NBA et qu'est-ce qu'il faut, quel sacrifice il faut faire pour, Ouais. pour gagner un titre et pour être utile. Mhm. Il est en mode individualiste et c'est comme ça, c'est tout. C'est un tocard. Non, mais on peut pas se mentir au bout d'un moment. Ouais. Il a 35 ans. Il peut comprendre au bout d'un moment.
Il a moins, je pense, que 35 ans. Ah, il est né en 85, Melo. Ouais, ok, d'accord. Putain, c'est vrai. Ça va vite, hein, parce que LeBron il a 34. Hein. Ouais. Putain, mais en fait, tu me rends compte. Tu sais que Wade il a 38. Vince Carter, c'est à partir de cet âge-là, ou genre un peu avant, où il commence à se dire je suis pas une star. Ouais. Quand t'as 35 ans, t'es pas une star, sauf LeBron. Ou Jordan. Putain. D'ailleurs, dans les news, je fais une petite. Je t'en prie, on est chez nous. On est chez toi. Oui. Un petit kiff. Oui, c'est chez moi, il est pas avec moi. Une petite info kiff sur Jordan. C'est. Je sais plus quand exactement, quelle année, mais c'est quand Stephen Jackson est chez les Bobcats à l'époque, je pense. Donc Jordan Wizards, c'est ça? Non. Jordan chez les Wizards? Non. Jordan vient Ah, d'avoir en son équipe. Ouais. Et Stephen Jackson ouvre la gueule beaucoup trop et il trash talk Jordan. Quel connard celui-là. Et Jordan se vénère, du coup à ce moment-là il a 50 piges et Jordan se vénère et il joue avec eux. Il fait un 5 contre 5 contre Stephen Jackson. Il les défonce et à un moment il trash talk tellement Stephen Jackson qu'il le prend en 1 contre 1. Et à chaque fois, entendu cette histoire. Et à chaque fois qu'il marque, il dit est-ce que tu sens le cuir dans ta gueule? Tu vois, est-ce que j'aurais et en anglais qui donne can you feel it? Ah, ok. Et le cuir dans ta gueule, c'est le cuir in your face. Le cours. Le cuir. mais Jordan, c'est. Tu te rends compte quand t'es proprio, t'as envie de rendre minable ton joueur. C'est même pas qu'il est coach, hein. Il est censé être, genre avoir un cigare et un whisky en haut. Mais je pense qu'il en a tout le temps. Et je suis sûr qu'il a joué avec son polo rentré dans un pantalon à pince et des chaussures. Mais je pense qu'il est tellement bon qu'il peut encore jouer avec un cigare et un whisky et les défoncer. Hein. Ouais. Je pense que tu le mets sur la ligne de lancer franc à la fin du match, il met les deux. À la fin du match. Genre, mais y a même moi aujourd'hui je prends lui over LeBron à la fin du match. Et je suis un fan de LeBron. En vrai, à la fin du match, moi je pense que Jordan il est déjà sur le banc. Parce qu'il a les genoux en feu. Ah, mais tu le fais rentrer à la fin. Mais s'il a pas joué du tout et que c'est ses premiers shoots, ouais, je le prends. C'est Jordan. De ouf. C'est Jordan. Mais. Donc, ouais, tout ça pour dire. Que Melo est un tocard. C'est un tocard, de ouf. Ça, bah, en vrai, là où je me dis, je comprends pas comment Portland va faire quand ils auront Nurkic de retour, c'est que je pense qu'ils peuvent squeezer Melo en 4. Ah quoi, qu'est-ce que ça vaut un Melo en 4 hein, mais ouais. Alors, en fait, je veux bifurquer là-dessus parce que moi, Melo, là, après, bon, la compétition, c'est pas la même, ok? Ouais. Mais là où je l'ai vu le meilleur, c'était au JO. Quoi? C'est incroyable! Mais ouais, mais c'est le meilleur joueur de Team USA au JO. Non, mais il y avait LeBron et tout. Oui. Kobe, LeBron, Wade. Mais à chaque fois, je le voyais, il trouvait son jeu. Au JO, et je me dis, bah ça y est, genre l'année prochaine, Carmelo, il va mener l'équipe, tu vois. J'ai pas assez regardé les matchs de Team USA pour voir comment il performait. Et il prenait que des shoots à 3 points, presque. En rythme. En fait, il n'était pas l'homme central. Tu vois ce que je veux dire? C'est LeBron, Wade, Chris Paul, Deron Williams qui faisaient le ball handling, tu vois. Et lui, il jouait limite que en spot-up shooter. Et il était deadly. Il était monstrueux. Je savais pas qu'il prenait beaucoup de 3 points, mais la ligne des 3 points européenne, c'est pas la même que. Ouais. Mais limite, en fait, parce qu'en fait, comme il y avait une équipe avec beaucoup de stars, il était limite open. Et Melo qui prend. En fait, Melo dans sa carrière NBA, il a jamais pris un open shot. Il était toujours double team. Enfin, non, mais genre. C'est vrai. Il a jamais été vraiment open, Melo. Tu vois, genre, c'est vrai qu'il se créait toujours son shoot. Et Melo. Il laissait aucun système se faire. Ouais. Mais Melo qui prend un shoot open, c'est 100%. Franchement, je suis pas convaincu parce que il a eu une configuration avec OKC où il était la 3e option, parfois même la 4e parce que Steven Adams était en feu, il a eu beaucoup de matchs où il était en feu, et il a eu des shoots ouverts et c'était des bricasses, mon gars. Ouais, mais je pense que c'était tristement moche. Mais enfin moi je dis ce que j'ai vu au jeu, mais aussi OKC
Westbrook qui porte la balle, il n'y a pas de rythme. Mais attends, ce qui pose problème à OKC, c'est pas que le. Enfin, moi je parle de l'époque, hein, avant. Ouais. Mais quand Melo est à OKC, ce qui pose problème, c'est pas que le fait que Westbrook c'est pas un vrai meneur, c'est son problème d'ego. Quand il arrive. Il veut être le meilleur, il se dit que ça va être mon équipe, alors pas du tout. Ouais, déjà ce qui est dingue, comment tu veux que ce soit ton équipe alors que tu es avec un MVP, il était MVP l'année d'avant, Westbrook. Il est en triple-double depuis je sais pas combien de saisons. Ouais, mais ça c'est pas assez surcoté, ok. Non, mais comment toi tu penses que ça va être ton équipe? Et le problème sur les interviews avant que la saison commence, il y a un journaliste qui lui demande est-ce que vous considérez est-ce que c'est une option pour vous de commencer sur le banc, et il éclate de rire. Ouais. Et il parle à un mec qui fait hey Pete, et il me demande est-ce que je vais commencer sur le banc, et il répond même tu pas vois, à la question. c'est vraiment l'inverse de Ginobili. Non, mais c'est vraiment l'inverse. C'est vrai. Genre, le gars il a pas compris que le 6e homme d'une équipe, c'est ce qui peut faire que tu vas gagner un titre. Mais là maintenant, même en 6e homme, il est pas assez bon. Non, mais genre maintenant, mais quand il était au OKC, bon, maintenant il est plus vieux, tu vois. Bah, c'est pas. Non, mais genre il y a une différence de 2-3 ans quand même. Ouais. Mais Je veux dire, il y a 3 ans, il aurait été peut-être 6e homme, il aurait compris son rôle, que quand, au second quart-temps, quand tout le monde sort, c'est à lui de faire le scoring, c'est à lui de faire prendre l'équipe, et qu'il doit jouer 20 minutes, 22 minutes. Et si tu veux finir le match, finis-le quoi. Oui, et après, dans la punch time, il peut le parce que Melo, mine de rien, il sait mettre un shoot à la dernière seconde. Ouais. Mine de rien. Mais c'est vraiment le gars qui n'a pas compris. C'est le gars à l'école qui rate son bac 2 fois. Tu vois, c'est genre, mec qui a tout. Et qui ouvre un Parce que physiquement, pour moi, c'était un Paul Pierce surdopé, physiquement. Ouais, C'est genre un peu costaud, mais plus athlétique. Parce que mine de rien, à Denver, il était athlétique. Hein. Ça a été un des meilleurs joueurs de la ligue pendant longtemps. Hein, mais... même à New York. Hein. Ouais, mais je pense Paul Pierce, un mec qui défend beaucoup plus. Oui, mais je parle en physique, pas en style de jeu, mais en physique, ça a été un. Physiquement, il avait le physique, bon, pas le LeBron, mais juste en dessous. Ouais, je sais pas. Il dunkait pas beaucoup. Non, mais genre à Denver, il dominait ses opposants physiquement. Ouais, bah il avait du stop and go qui faisait qu'il se créait des shoots. Il avait quand même des bonnes handles. Enfin, tu sais, genre, c'était quand même une machine, Carmelo. Je sais pas, moi je trouve qu'il a toujours été un peu grassouillé. Oui. Jamais mais pour son physique, costaud, grassouillé, il était quand même athlétique, quick sur le second rebond, sur le second saut et tout. Ouais. Mais il a. En plus, à l'époque, il jouait avec Iverson et tout. Mais ça n'allait jamais plus loin qu'un second tour de playoffs. Hein. Super scoreur, un mec qui a pas assez de mental. Aussi tombé en même temps que là où les Spurs étaient très bons, les Suns étaient très bons, les Mavs étaient très bons. Et lui, il était tout le temps. Même les Jazz étaient peut-être meilleurs aussi, avec Deron Williams. Trouve-moi une période où Melo aurait été le meilleur joueur de la ligue. C'est juste qu'il y a toujours eu de bonnes équipes. Hein. Non, mais son équipe, s'il avait été meilleur leader et compris qu'est-ce qu'il devait faire pour être leader, il aurait pu prétendre à aller en finale à l'Ouest, etc. Et battre ces équipes-là. Parce qu'ils avaient des grosses équipes, Kenyon Martin, Marcus Camby, ces gros défenseurs. C'est pas un leader. J.R. Smith en 6. C'est bien que t'en parles, parce que en vrai, quand tu regardes ce joueur, même si on le critique parce qu'on se dit waouh, il a beaucoup de talent, il aurait pu être un super joueur, aujourd'hui il l'est pas. C'est même pas qu'il est pas super joueur, c'est qu'il a pas eu d'équipe pendant 1 an et demi. Et qu'est-ce qui fait que sur les 30 équipes NBA, aucune n'a voulu de lui jusqu'à Portland, qui était en grand manque de poste 3 et qui avait des blessures, c'est-à-dire que vraiment ils ont été dans la merde pour prendre Melo, c'est que ce mec, il a rien à apporter dans une équipe. Non, mais ça on l'a dit, c'est un tocard. Genre le titre de l'épisode c'est Melo est un tocard. Non mais attends, je vais aller plus loin parce qu'il faut expliquer pourquoi c'est un tocard. On a dit qu'il shootait trop vieux, tu vois, enfin c'est des mid-range, donc il se crée son shoot tout seul et c'est pas 50%. Donc les pourcentages sont dégueux et on est dans une ligue où vaut mieux shooter 10 fois à 3 points que 4 fois en mid-range. Le deuxième truc, c'est qu'il a un ego surdimensionné et que c'est tout un bordel pour lui faire accepter de ne pas être titulaire. Là maintenant, je rappelle, avec Portland, il est titulaire vu qu'il y a des blessures. Ouais.
quand Nurkic sera de retour, très possible qu'il soit sur le banc, quoi. Portland, ils ont perdu au 3 avec Batum. Ouais. Batum, c'était ce Pas qu'il que fallait. Batum, il y Non, avait, mais je veux dire, Moerkles aussi. Alvaro qui est Camino parti, aussi. Ouais, Amino. c'est que des joueurs qui savent défendre et qui font leur taf, tu vois. Ouais. Melo, c'est l'inverse de ça. Et bah, on l'a jamais vu défendre, hein, vraiment. Ça fait quoi, 15 ans qu'il est dans la ligue? Jamais il a Si. défendu. Est-ce que c'était. Un contre un versus son fils. Est-ce que c'était le 14 août, le jour où Ouais, il a fait la ouais, passe? il a fait la passe et après, bon, il a fait la passe à l'adversaire. Après, il a essayé de. Attends, le troisième truc qui, pour moi, je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est que Melo, vu que ça n'a jamais été un leader, tu vois, aujourd'hui à 35 piges et vu qu'il est dans les meilleurs scores de l'histoire et tout, tu pourrais très bien te dire, ce mec, ça peut être mon vétéran dans un roster. Mais vu qu'il n'a pas de culture, il n'a pas d'expérience en playoff, il a passé une Il y en a un fois petit peu, mais pas beaucoup. mais il a Ouais, zéro. non, mais oui, non, mais je veux dire, c'est un... Il peut rien apporter dans un vestiaire. Non, mettons-le à la poubelle. Mais c'est triste. Il faut qu'il aille venir en Pro A à Lasvel. Ah putain, bon, en plus c'est Tipeee hein, qui est patron de la Ouais. scène. T'imagines Tipeee patron de Melo? Même Tipeee, j'ai là, putain, pour on l'a signé. Fuck. Non, mais ouais, Carmelo, faut qu'il vienne jouer là au parc à Paris là. Ouais. Moi, je peux le prendre. Non, mais c'est une tristesse. Non, mais ouais, mais ouais, ça, Carmelo, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Après, je pense qu'il a aussi été dans l'ombre de LeBron. Ouais. Et en fait, c'était tout le temps la même team. LeBron, Wade, Chris Paul. Et lui, c'était, ils sont meilleurs potes, Mais tu c'est vois. parce qu'ils sont potes, ouais. Et c'était le moins. Je pense c'était le moins successful. Et le moins. Parce que Chris Paul, mine de rien, pour moi, c'est un joueur les plus sous-cotés de genre, Il est pas sous-côté. Non, mais genre, c'est un top 5 meneur, je pense, de l'histoire. Genre, Chris Paul, quand il est on, il est. En vrai, ça se tient vraiment. Sauf mais Chris Paul, toute sa carrière, il a toujours été oui, mais... hyper bien. Non, mais je veux dire, c'était. Du coup, Carmelo, c'était peut-être le 4e meilleur de cette génération, tu vois. Bah, en talent, Non, très pas possible qu'il soit dans le top 3 ou dans le Non. top 2, tu vois. Non, au-dessus de Chris Paul. Mais vraiment en Mais- compréhension de la NBA, qu'est-ce qu'on doit Mais faire. en perf, en tout cas en perf et en palmarès, il est loin derrière Ah, les trois. ouais. Les deux sont champions NBA, Chris Paul l'a pas été. Mais Chris Paul, je sais pas si tu te rappelles, quand il commence, il arrive dans la ligue à New Orleans avec David West, David West et comment il s'appelle l'autre et Chandler. Peja aussi. Et Peja. Je sais pas s'il a Peja dès la première année. Non, c'est peut-être pas. possible. Mais en tout cas, il arrive et ils vont, font les playoffs dès la deuxième année, un truc comme ça, et c'est une vraie équipe. Et je me souviens de duels contre le Utah de Deron Williams. Ouais. Ils étaient un peu rivaux avec Boozer et tout, c'était des grosses séries. Hein. Vraiment, et des beaux duels de meneurs, alors que le gars était rookie. Mais dès son année rookie, en tout cas sur ses 3 premières années, il montre que c'est un vrai leader, que c'est un gagnant. Melo, jamais il montre ça en 15 ans. Non. En fait, c'est ce qui est frustrant avec lui, c'est que c'est un mec qui a le talent de LeBron, qui a l'ego. Mais tu vois, il est drafté 2e. Oui. Hein, tu vois. C'est un monstre. Il a l'ego d'un mec qui a été superstar toute sa vie à Denver et à New York, mais il a le palmarès de Chris Kaman, quoi. Enfin, il a jamais rien gagné, quoi. Moi et lui, on n'a même pas marre. C'est- Non, il a gagné les JO. Ok, c'est quand qu'il a passé un tour de playoff Il a passé un avec les C'était Knicks facile. versus les Bulls. Et avec Denver aussi, il en a passé. Il arrive en finale à l'ouest. À avec Denver. Denver? Une fois. Finale? Et ils se font balayer par je sais plus qui. Ça Je me... vérifie, mais il me ça- semble qu'il a fait une finale à l'ouest. Ils se font balayer par peut-être les Lakers à l'époque ou. Ne me code pas, mais c'est l'époque où il y avait Billups. Vas-y, mais vraiment, ça m'étonne. Mais non, je vais. Mais. Conference Final, c'est vrai. Ouais, il en fait une 2008, finale. 2009. Et il fait ça. Attends, je te dis face à qui parce que. Bah, les Lakers. 2009 2009, ouais, c'est les Lakers. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais en fait, il avait des grosses équipes à Denver. Il n'y avait que des gros joueurs, hein, mais que des individualités. Billups, il a mis un peu d'ordre après Iverson. Billups, c'est un capitaine de terrain, il est très très bon.
Bah, ils ont eu aussi Miller comme honneur. Ouais, mais non, mais il a eu des équipes, il aurait dû. Pour moi, il aurait pu battre les Lakers. Et surtout, en plus du fait qu'il n'a pas une mentalité de winner, il a foutu la merde. Parce que quand tu parles de Denver, ça me rappelle qu'il s'était pris la tête avec son coach à Denver. Je sais plus comment s'appelle son coach. George Karl. George Karl, exactement. Ouais, légende. Et il se prend aussi la tête avec. À New York, avec Anthony. Avec Mike D'Antoni. Il s'est même pris la tête avec son boulanger un jour. C'était le jour où il avait fait une passe. Non, je te jure, mais Melo, moi, il y a ce gros débat autour de Melo. Il y a beaucoup de gens qui le disent, et je veux savoir ton avis là-dessus. Beaucoup de gens disent que c'était ou c'est le meilleur pur scoreur de l'histoire. What? J'ai entendu plein de fois ça. Pur scoreur. Qu'est-ce que tu mettrais toi en meilleur pur scoreur de l'histoire? Pur scoreur, genre on compte pas la défense, juste t'as sa balle, il faut scorer un bucket. Kevin Durant, pour moi, il est au-dessus. T-Mac, il est côte à côte avec Melo, voire peut-être au-dessus. Parce que beaucoup de gens, tu iras voir après le Iverson, rapport taille scoring, c'est énorme. Il fait 1m83. Oui, mais le scoring, moi en tout cas, je mets KD au-dessus de Melo sans hésiter. Moi, je mets déjà Jordan et Kobe au-dessus de tout le monde. Et après, Durant, en pur scoreur. Jordan. Ouais. Hein? Ouais. Kobe, Jordan, tu voulais un bucket, c'était eux. Mais KD, il a vécu pour moi. KD, c'est. Mais beaucoup de gens mettaient Melo. Genre, je pense Melo, je le mets dans le top 6-7 de pur scoreur parce que c'est une machine de scoring. Mais il y a beaucoup de gens qui mettaient avec son physique, etc. Ça a peut-être duré une semaine au Knicks. Non, je te promets que si tu te trompes sur ce côté-là, tu iras voir, il y a beaucoup de gens qui disent que Melo c'est le meilleur. Mais moi, vraiment, en tout cas, moi, ça n'a jamais été le cas pour moi. Sur le physique de Melo, j'ai jamais été. À aucun moment, je me suis dit, waouh. Il est très dur à défendre, il y a très peu de gens qui peuvent défendre sur lui quand il était au 100%. Quoi, tu vois. Ouais, je me rappelle à Denver, il était très dur à défendre. Parce qu'il fallait quelqu'un de grand, limite. Parce qu'en fait, il fait 2 mètres et quelques, 2 mètres 1, 2 mètres 2. 2,03, je crois. 2,03. Et il fait le poids LeBron, il fait genre 120 kg. Donc ça, c'est pratiquement les dimensions d'un poste 4 limite. Ouais, la différence avec le poids de LeBron, c'est que lui, c'est du muscle. 40 kg de graisse, quoi. Mais mine de rien, au début, Carmelo, il était pas fit, mais il était plus que quand il était arrivé au Knicks après, où il bougeait, il décollait presque plus gros. Mais tu vas voir son top 10 dunks avec Denver, il y a quand même des belles actions. Non, mais très spectaculaire. Hein. C'était les dernières actions où il dunkait un peu. C'est un tocard. Melo est un tocard, citation de son boulanger. Ouais, Melo est un tocard. Et apparemment, mais non, c'est un peu notre avis sur Carmelo, peut-être que. Attends, on se dit un dernier truc sur. On parlait de. Autre que c'est un tocard? Ouais, déjà c'est un tocard. Je crois qu'on l'a dit à peu près 16 fois. Ouais, mais moi je. Cet épisode. Non. Prochain épisode de Westbrook est un tocard. Non, à quel point Westbrook est un tocard? Sur l'échelle de Carmelo, entre 1 et Carmelo, à quel point Westbrook est un tocard? Tu vois, on parlait des Banana Boats, hein, LeBron. Je me souviens plus de ça, ouais. C'était un été, c'était le premier été de la team Miami avec Wade, Chris Bosh. Et ils étaient en vacances sur juste une bouée. Comme ça. Et je sais pas si tu te rappelles, quand il y avait des rumeurs sur le fait de regrouper tous ces joueurs dans la même équipe, avec CP3 et tout, Melo a jamais été vraiment dans la conversation. Parce que aucune Qui veut jouer avec Melo? Ça, c'est que même ses potes, et en tout cas les GM, aucun GM se serait dit ouais, mais moi je veux créer une équipe avec LeBron et Melo, comme ça va vraiment gagner. Tu sais qu'il gagne pas. Ouais, mais personne veut jouer avec Melo. Et dernier truc, et ça, je vais peut-être. À New York, il devait avoir tous les free agents de l'histoire qu'il avait à New York. Il n'a pas eu un seul. Il y a eu Stoudemire avant, il est vite. D'ailleurs, il est avant. Il arrivait avant, mais il était quand même après. Il est quand même resté. Il a quand même joué avec Melo. Ouais, mais il est resté parce qu'il était blessé. Hein. Oui, je pense que s'il était sur son prime, il serait parti. Non, mais il arrive l'année d'avant, Stoudemire. Ouais. Mais je veux dire, Stoudemire, à la base, c'était pas dans le contrat qu'il y ait Melo qui arrive, tu vois. Ouais. Il pensait qu'il allait avoir un poste 2, un poste 1 qui allait lui. Comme un âge ou quoi, tu vois. Ouais. Il voit arriver Melo, il fait fuck. Mais. Stoudemire, c'était, je crois, un des derniers gars à faire un boulot impressionnant à New York. Il les emmène aux playoffs alors qu'ils étaient dans les derniers. Mais on devait avoir tous les free agents. Ça parlait de Tony Parker, ça parlait de Chris Paul, ça parlait. Ça parle tout le temps de free agent à New York parce que c'est une grosse ville. Hein.
tout le temps. Normalement, si le monde se passe bien, actuellement, Si il y a le monde Kyrie se passe et bien. Durant. Ouais. Mais ils sont en face. Tu vois, donc c'est quand même frustrant quand tu vois tout ça. Mais en fait, bref, on fera un épisode sur les Knicks un jour. On en fera 4 ou 5 où on listera tous les titres. Mais Et non, le dernier truc, c'est je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Si Portland arrive à décrocher les playoffs, ils sont 8e et ils tombent. Il y a de grandes chances qu'ils tombent en premier face à LA et donc face à LeBron. Et donc il y aurait duel playoff, LeBron, Melo. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que ça t'évoque? Parce que je sais que ils ont jamais vraiment joué contre. Ouais, justement. Si, les Knicks, mais il n'y avait pas vraiment de grosse série de playoffs. Hein. Tout Miami à l'époque, c'était fort. T'es grand fan de LeBron. Grand fan de LeBron. Fan des Knicks, du coup, de Melo. Donc je trouve que c'est vraiment un truc pour toi. Bon, en fait, moi, pour moi, il n'y aura pas. Je pense que, honnêtement, LeBron ne va pas défendre sur Carmelo ne va pas défendre sur LeBron. Donc, ouais, c'est vrai. je pense qu'ils vont jamais se défendre l'un l'autre. Je pense que LeBron peut défendre sur. Ouais, mais il voudra pas. Melo. Il le fera pas, je pense. Enfin, ce sera quelqu'un d'autre. Ils vont. Si, mais genre, par moment, mais ce sera pas LeBron à signer à Carmelo. Parce que je pense que Carmelo, il a comme 20 minutes alors. Non, moi je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Non. Ça va être. Après, ça peut être une belle série. Hein. Parce que Portland, quand ils catch fire, ça peut y aller quoi. Ouais. Mais personne qui va défendre sur Anthony Davis. Si, ils ont Whiteside. Whiteside sous-côté. Hein. Moi j'aime beaucoup ce joueur. Moi. Non, pour moi, c'est très stupide. Côté. Mais il est pas régulier du tout. Ouais, mais quand il est in. Mais il est in 4 fois par an. Non, mais il a eu beaucoup de blessures aussi. Mais quand il est in, c'est un 20-10, 3 contre. Hein. Ouais, mais le reste du temps, c'est. Ouais, mais 5 sur 25. Il est encore. Enfin, il est pas très. Je pense qu'il doit avoir la trentaine, mais. Parce qu'il a commencé à Sacramento, puis après Miami, etc. Mais je trouve que c'est un bon joueur parce qu'il défend quand même le cercle. Quoi. Je pense que contre Anthony Davis, il va pas se faire bouffer. Ouais, je pense que si. Non, Davis va quand même faire des meilleurs matchs que lui, mais ce sera pas ridicule. Moi, je pense qu'il sera ridicule. Parce qu'en playoff, en plus, je crois qu'il le tue. Davis, les playoffs, hein, il n'a pas encore. Tu te rappelles pas le premier tour face à. Si, mais je veux dire, il faut qu'il prouve des trucs à Anthony Davis. Hein. Je trouve il faut qu'il prouve des choses, Davis. Pour moi, il a prouvé assez de choses. Il a vraiment une mentalité de. Oui, mais New Orleans, s'il avait prouvé des choses, il serait passé à New Orleans, il aurait amené l'équipe très très loin. Non, mais écoute, il leur a fait faire les playoffs, il leur a fait peur. Oui, mais Chris Paul aussi, à l'époque. Ouais. Donc je veux dire. Ça l'a pas empêché de partir, tu vois. Parce que les gens le mettent vraiment dans le top 5 des joueurs NBA. Hein. Oui, je pense que c'est légitime. Il joue comme KD et il est. Pas comme KD. Non, mais tu vois, il est hyper mobile pour un poste. Ah oui, non, mais moi j'ai rarement vu un joueur comme ça. Donc, il défend comme Garnett et il attaque comme. J'ai rarement vu quelqu'un attaquer. Il contre, il s'arrête pas. Ah oui, non, mais il est monstrueux, mais moi j'attends de le voir dans une finale de conférence. J'attends de le voir. Mais il y sera. En vrai, vraiment, il y a. Qui c'est qui peut l'arrêter chez les Clippers? Personne. Ils ont. En plus, à l'intérieur, ils sont pas hyper forts de mémoire. Ils ont Noah. Ils ont Noah, qui est un bon défenseur, je crois. Ouais, mais en taille. Oui, c'est pas Anthony Davis. On en parlera, on parlera des. Parce que Paul George et Kawhi peuvent bien fatiguer LeBron. Ouais. Les deux sont quand même très bons défenseurs. Donc LeBron ne va peut-être pas dominer la série, mais si Anthony Davis il met 40 points et 20 rebonds chaque match, c'est plié quoi. En soi, je sais pas. Hein. Ça pour le coup. Moi j'aurais trop aimé voir cette série avec du public et tout, genre à Los Angeles et tout. Ouais. Ça aurait été fabuleux. Parce que ça pour le coup. Sera l'année d'après. Hein. Ça pour le coup, c'est vraiment Ouais, mais LeBron il vieillit et tout. LeBron, je pense qu'il est bien. Pour le coup, c'est vraiment une série qui aurait été ouf quoi. Parce que chacun a des armes. Je pense qu'elle sera ouf l'année d'après. Vraiment, cette année ça va être particulier. On sait même pas si vraiment ils vont se rencontrer. Mais l'année prochaine, je pense que ça se fera. J'avais vraiment hâte de ça moi. Bon, en tout cas pour le duel LeBron-Melo. Pas intéressant. Moi je me dis il peut y avoir de belles actions parce que il n'y a pas de doute et les passes, donc ils n'auront pas de suspense. Et je me dis LeBron peut se faire un petit kiff en il va prendre en match-up Melo. Et il peut y avoir de belles actions qui resteront, je pense. Parce que en fait pour toi c'est Melo versus LeBron, pour moi c'est un tocard versus le second meilleur joueur de l'histoire. C'est bien. Je résume comme ça. Mais c'est bien parce qu'il y a. Bon, j'ai plus le droit de dire le mot tocard, ok.
Parce que je pense qu'il y a longtemps, t'aurais dit le meilleur joueur de l'histoire, c'est cool. Non. Moi, j'ai jamais mis LeBron en premier. Ok. Je suis réglo là-dessus. Si finales, 6 victoires, meilleur joueur à chaque fois, il n'y a pas de débat. Ouais. Il n'y a pas de débat. Y a pas, non, pour moi, je suis pas mais je suis pas un gars qui dit que LeBron n'est pas dans le top 5. Je suis pas, parce que je suis pas un abruti non plus. Ouais. Donc moi, je vois le basket, je le vois. Les gens, ils ont. Mec, tu peux pas. J'ai du mal à te croire quand t'es fan des Knicks, mais. C'est New York, c'est comme ça, la famille, tout ça. Tu peux pas. Crois-moi, au foot US, c'est encore pire. Ouais, je te crois. En tout cas, 2 équipes, il n'y en a pas une qui est forte. Donc c'est comme si. Bon, là, t'as aussi Brooklyn, mais Brooklyn c'était Nets avant, donc c'est pas vraiment New York, mais ouais, New York, il n'y a rien, hein. Il se passe rien. Il n'y a que les Yankees. Bref. En vrai, je pense les Nets, ça reste la meilleure chance d'avoir un truc à New York. Hein. En basket? Ouais. Oh oui, Durant et Kyrie, ils sont encore jeunes. Hein. Et ils ont encore de quoi avoir. S'il y en a un qui lâche un peu la terre plate, qui se met à jouer au basket, parce que mine de rien, Kyrie, quand il est en forme, c'est un monstre. Ouais, de ouf. C'est juste, franchement, c'est Iverson, ça me rappelle Iverson et ça me rappelle, enfin, genre la façon dont il va au panier, ça me rappelle les grandes années de Tony Parker. Waouh, je trouve ça hyper différent. Mais oui, non, mais genre, finition au panier, nombre de lay-up qu'il a à mettre dans un match, ouais. c'est Tony Parker à l'époque, les lay-up qu'il mettait, c'était n'importe quoi. Ouais. C'était, je le voyais. Enfin bon. On en parlera tout à l'heure dans les actions. Yes. Tipeee, Dernier segment du podcast. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis excité de ouf. Je suis excité de ouf. Est-ce que ça s'entend? Tu es excité de ouf. Et on arrête de parler du tocard et on parle. Et je pense qu'il n'y sera pas. Mélo? Ouais. Moi, il est dans toutes mes actions. C'est vrai? Toutes mes actions, c'est Mélo. Et ça passe ou pas? C'est toutes ses passes. C'est mon top 5. Prochaine fois, c'est un top 5 des passes de Carmelo. Bon, on fera un top 4. 2. Un top 2. Non. Top 5 de nos actions préférées qui nous ont plus marqué pendant notre temps de vie, de suivi de la NBA. Donc, on va passer sur une élection de 1979. Entre notre naissance et notre mort. Voilà, donc pour Tariq, 1977 et moi, 92. Et voilà, top 5 actions. Ta 5e, c'est quoi? Ma 5e, c'est quoi? Moi, j'aime pas les classements. Ah, ça fait 2 fois de suite que tu fais ça. Mec, j'aime pas les classements, donc, c'est relou. Donc tu vas être le gars. C'est relou. Ok. Hyper relou. Donc, l'une de tes actions. Non, ouais. Je commence un peu dans le désordre. Mais je commence par une sorte de bundle, ok? Parce que tu vois, pour moi, les actions marquantes, c'était des actions... Ah non, on en fait une, hein. Ouais, je vais en faire une. Mais les actions marquantes, pour moi, tu vois, c'est des actions où tu regardes et quand tu vois l'action, tu te dis putain, what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Et c'est pas non plus un truc de highlight, les highlights les plus spectaculaires, tu vois, c'est vraiment une action choquante. Du coup, il y en a une qui pour moi était dans ce pack, et c'est le dunk de D-Wade sur Anderson Varejao. Et en fait, je me suis rappelé que il en a mis un sur Varejao, c'était sa 2e année, je crois, ou je sais pas quoi. Non, c'était plus tard. C'était dernière année de Ron Cleaver, je crois. Ok. 2009. Et il y en a une aussi où il met sur Jermaine O'Neal, ça pour le coup c'était sa saison. Ça au début, ouais. Ça pour le coup c'était au début. Et en fait, je me dis, c'est quasiment les mêmes dunks. Et tu vois, je me rappelle de ma réaction face à ces actions-là. Et en fait, ça m'a rappelé encore d'autres dunks. J'en rajoute 2. Et tu vois, je finis. C'est Baron Davis sur Kirilenko. Je sais pas si tu te rappelles. Mais ok, donc c'est pas que Wade. C'est genre là, tu mets les en dunks. fait, d'accord. Le premier truc que j'ai pensé, c'était Wade. Baron Davis sur Kirilenko, je pense que c'est un des meilleurs dunks de l'histoire. C'est ça. Playoffs, match 7, je crois. Match serré. Je sais pas, mais c'était match serré. Et Kirilenko, gros défenseur. Un des meilleurs défenseurs, ça a été un meilleur défenseur de la ligue. Hein. Ouais. Je sais même plus si on en a parlé dans le classement des joueurs européens l'année dernière. Non, mais je pense qu'il est dans le top 10. Mais il est très bien. Enfin, il est très fort. Sur sa carrière NBA. Et je rajoute le dernier, parce qu'ils sont tous, pour moi, des actions un peu similaires. Vince Carter sur Alonzo Morning. Ouais. Putain, qu'est-ce qu'il est beau. Et Alonzo Morning, une montagne. Gros défenseur. Un des meilleurs défenseurs de l'histoire, qui revient cette année-là de blessure à Miami. Et Vince Carter, qui est, tu vois, il est honnête, mais il est encore au pic de sa. Non, il serait bon, c'est en 2007 ou 2006. Et
un dunk incroyable. Mais il reste en l'air plus longtemps que la balle, quoi. Il voit la balle comme moi si redescendre, tu ouais, le il portes, descend, quoi. Genre, ouais, le gars il est resté en l'air longtemps, quoi. Donc, ouais, ça, et tant que j'y suis, je rajoute tous les dunks de D-Rose quand il est MVP. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, mais du coup, pour moi, ça, c'est des actions différentes. Là, qu'est-ce qu'on fait, Tarek? Bah, Tu mets 5 actions, ok, tu peux plus parler maintenant. J'en mets 25, mais vraiment, ces dunks-là, parce que, en fait, Du coup, tout le reste, c'est pas des dunks? Non, tout le reste, c'est pas des dunks. Ah, intéressant. Parce que justement, je trouve que les dunks, on les voit tous dans les highlights. Et il y a des actions qui sont pas des dunks et qui sont hyper fortes. Ah oui, mais. Donc c'est pour ça que je voulais tout mettre dans un. Ok, moi, 5ème. Vas-y. Ron Artest, punch un fan. Non, je rigole. Ça, c'est top 1. Non, moi, la 5ème qui m'a marqué, c'est. Dans ma vie, je pense, j'ai jamais vu ça. C'est Steph Curry qui met le buzzer beater à 3 points, du milieu de terrain presque, contre OKC, à la dernière seconde. Et j'étais là, il restait du temps en plus pour remonter plus le terrain. Ouais. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils avaient un temps mort. J'étais là. Hein? Et je sais pas si t'as les commentaires en tête. Ouais. C'est une très belle action et d'ailleurs on Bang! avait hésité à la mettre dans le générique avec celle de. Genre là, c'est juste. Tu comprends pas. Je sais que le lendemain, je me réveille et je vois ça, je me dis putain, il vient de nous apporter nice et tout. En fait, c'est incroyable. Pour moi, ça a toujours pas de sens. Je sais pas ce qui se passe. Il est incroyable, Curry. C'est la même année où il est MVP Ouais, deuxième année, je crois, qu'il est MVP celui-là. Il est. Non, mais il y en a. Non, c'est pas l'année où il est. Non, c'est pas là où il est unanime. C'est l'année d'après. C'est ça qui. Ça brise. Ok, si. Ouais. Terminé après. Mais c'est ça, c'est les actions fortes comme ça. Mentalement, ça tue une équipe. T'imagines, ça veut dire, je vous chie tellement à la gueule que je vais même pas me rapprocher parce que c'est trop simple. Ouais. Fuck. Ok, ça c'est ma 5ème. À toi. Incroyable. Moi, je mets le 3 points de Ray Allen. Game 5. Non, Game 6. Game 6 pour tie le game. Miami. Ouais. Toi, je pense que t'as eu mal. Bah, j'ai eu mal et je me rappelle que tu sens quand le 3 points rentre, tu sens que quasiment la série elle est finie. Vraiment. Ah oui, c'est incroyable. Parce que, mec, c'est le game 5, c'est-à-dire qu'ils ont encore. Et c'est le game 6, c'est-à-dire qu'ils ont encore le game 7 où tu te dis San Antonio peut les reprendre. Mais mentalement, le timing de ce 3 points, il arrive tellement à un moment où ça fait 3 minutes. Le rebond de Bosch et tout, mais il rate, LeBron rate, c'est. Alors ça c'est beaucoup de chance. Ça c'est. Je sais pas si c'est de la chance. Non mais c'est genre c'est l'équivalent d'un. C'est même plus que Paxton qui score 3 points à la seconde pour les Bulls. C'est. Non, mais en fait, je pense que c'est similaire, tu vois, parce que ça, pour le coup, l'action de Paxton, c'est, tu vois, c'est. Mais là, si Duncan il prend le rebond ou si quelqu'un prend le rebond, c'est fini. Là, ce truc-là, c'était, en fait, c'est un choix et je trouve que c'est hyper frustrant. En tout cas, pour moi, à l'époque, je regardais les finales en attendant, tu vois, un 4e titre. Le système qui était le choix de Popovich, c'était Duncan sur le bon. Ah oui, c'est vrai. Pour que tout le monde puisse switcher. Donc, du coup, t'as. Le Miami, ils avaient que des shooters. T'as Dio qui est en 5, je sais plus l'autre qui est en 4. Mais du coup, tout le monde peut switcher et donc. Tout le monde peut défendre sur un 3 points. Voilà, tout le monde peut défendre, exactement. Et vu qu'il n'y a pas Duncan, le rebond, personne ne le prend. Et c'est Bosch qui prend le rebond. Qui est un. Parce que Bosch, c'était l'époque où il pouvait shooter. Il commençait à pouvoir shooter à 3 points. Donc du coup, ils l'ont laissé, je pense. Oui, mais il est à l'intérieur, donc il prend le rebond. Ouais, mais je veux dire. On est à je sais plus, c'était quoi la différence de points. Mais du coup, ouais, gros. Et je sais pas si t'as suivi, moi en tout cas, je suis à fond sur ça. Il y a eu un article qui est sorti disant que Ray Allen avait fait un marché. Non. Si. Il y a un article qui est suivi, mais quand tu regardes l'action, il n'y a pas un marché. Genre là, si tu colles le marché là, tous les shoots où ils prennent pas l'appui pile sur les 2 pieds en même temps. Il a marché tous les shoots comme ça. Ouais, en tout cas, ouais, grosse frustration. Je sais, mec, tu non, mais sur cette action. Tu peux pas, parce qu'en fait, il prend son impulsion et ses 2 pieds, ils ont 1/100 d'écart. Ouais. Mais c'est pas un marché. Sinon, tout le monde. Sinon, Harden marche encore aujourd'hui. Oui, c'est ouf. Mais en fait, le marché, c'est parce qu'il marche jusqu'à la ligne de 3 points. Non, il prend ses bons pas
Et sauf que, au lieu de prendre son appui à 2 pieds en même temps, il met un après l'autre. Ouais, mais ça, c'est pas marché si tu mets un après l'autre. Si, mais quand genre, il a déjà pris assez de pas. Du coup, c'était pas trop celui-là. Ouais. Non, si, mais comme c'est un jump shoot et c'est compté comme 2 pieds en même temps, Ouais. c'est pas compté dans l'NBA ça. Mais techniquement, je pense qu'il y a un marché si tu mets le ralenti. Ouais. Mais il n'y en a pas eu et les Spurs ont perdu. Et mon quatrième, je sais pas si tu connais cette action, Tariq, mais moi, c'est un truc que j'aime voir. Qui m'a marqué et tout, c'était lors d'un rookie game. Ouais. Un rookie game, c'est Jason Williams, White Chocolate, Un des meneurs les plus spectaculaires de l'histoire. qui fait la passe avec son coude. Oui. La elbow pass. Magnifique. Et le gars il se rend même pas derrière. Hein. Ouais. C'est même pas une assist. Hein. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Un vrai plaisir, mais ça pour le coup, regardez les highlights de Jason Williams. C'est un truc qu'il faut faire tous les soirs. C'est dans tout. Je pense, même maintenant, il n'y a pas de meneur aussi spectaculaire que lui. Non. Ah non, mais Jason Williams, moi c'est un de mes joueurs préférés. Quand il cross Gary Payton là. Mais il ridiculise tous les joueurs de. Gary Payton c'était un défenseur d'année. Ouais. Mais donc moi la elbow pass. Mais il en a plein, il en a entre les jambes. Ah oui, mais il a tout, mais la passe avec le coude. Ouais. What? Et Raphaël Lafrenne, je sais pas si tu te souviens de ce joueur-là, il rate le lay-up, il se fait prendre une faute, quel abruti. Donc voilà, ça c'est ma. T'as un cap de one aussi. Hein. Ouais, ça c'est ma quatrième de Jason Williams. Nice. Ouais, Jason Williams c'était juste avant la belle équipe des Kings dont on avait parlé. Et il se débarrasse de lui. Il part à Memphis, je crois. Ouais, exactement. Et il récupère Mike Bibby. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à. Qui était très très bon aussi. Qui est aussi beaucoup plus fiable que Jason Williams. Ouais. Je prends une action un peu Spurs. Je sais pas si tout le monde l'a en tête, mais c'est en vrai un match incroyable. Game 1, Suns San Antonio, Playoff 2008. Et double prolongation. Et la première prolongation, les Spurs sont à -3. Ils font un système pour que Gino ait la balle. Il pénètre sur sa gauche. Et Gino pour Ori? Non, justement, attends, c'est là où la surprise est belle. Ginobili sur la gauche en pénétration, il est à 100%. Et il reverse pour qui? Pour Duncan, qui a 35 points à ce moment-là. Il finit le match à 40 points. Et il marque son premier 3 points de la saison. Je me souviens, ouais. Je me souviens. C'est vrai que cette action, je l'avais oubliée. Et elle est magnifique. Moi, je pensais que tu allais partir sur la passe de Ginobili comme ça, pour Ori, qui tape l'arceau. Sur la remise. Et ça rentre. Mais ça c'est plus 2007, je crois. C'est 2005. Mais celle-là, je me souviens où Duncan, il prend son temps en plus. Ouais, il prend son temps, il est tout seul, il prend son temps. Il est seul. Il score. C'est une action de merde. Non. Mais je te la donne. Attends. Mais je te la donne. Hyper belle action. Et là où c'est beau, c'est que ça, c'est la première prolongation. Deuxième prolongation, c'est Ginobili qui fait le même système. Mais là, c'est lui qui score les 2 derniers points. Et les Suns sont à la rue. J'aurais jamais cru qu'il y aurait un 3 points de Duncan dans ça, c'est pas mal. Mais mec, tu mets des bonnes surprises. Tu trouves pas que c'est trop beau? Non, si, c'est une belle action parce que c'est un joueur qui ne shoot pas à 3 points. Mec, il marque son premier 3 points de la saison. Et la confiance qu'il faut avoir. Et en 82 matchs, mais c'est ça. Et il finit à 40 points. Ah ouais, non, mais je te la donne. C'est vrai que je l'avais pas en tête celle-là. 40 points, 15 rebonds, je crois. Ok. De machinas. Troisième. Meilleur dunk de l'histoire pour moi. En match. Yes. In-game dunk, pas exemple contest. Gerald Green. Ah, la tête à l'arceau. Windmill dunk. Ouais. En plein match. Passe de Marshawn Brooks, je me souviens. Alley-oop. Ça n'a aucun sens. Incroyable, ouais, j'ai vu ça. Les joueurs du banc de Houston, ils sont tous levés. Magnifique, ouais. Sa tête, elle sort. Mais il est incroyable, Green. Hein. Il a plein d'actions où la oui, tête arrive à l'arceau. mais le windmill en alley-oop sur un fast break. Nah. Et il est pas tout seul, non? Parce que je crois il y a quelqu'un qui. Il y a un joueur juste à sa droite. Il y a un joueur. Aucun sens. Je sais pas quoi dire de cette action-là, mais c'est tellement beau. Genre, je l'ai regardé, je pense, 100 fois dans la vie. Ouais, un vrai kiff. Tu as branlé dessus? Déjà? Moult fois? Beaucoup trop de fois. Beaucoup trop de fois? Tu as perdu. Non, cette action-là, ça m'a marqué. Genre, tu peux pas ne pas la regarder. Ouais. Les joueurs de Houston qui se font oh fuck, et dès qu'ils se posent, ils comprennent bien.
C'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Ah putain, ouais. Jalen Green, c'est un joueur excitant quand même. Mais en vrai, il est tellement spectaculaire. Même en entraînement, il est spectaculaire. Ouais. Tu te rappelles quand il faisait des trucs de détente sèche Ouais, il sautait. Ouais. Incroyable. Ok, à toi, cher ami. En mutant. À toi, cher ami. Je rajoute une action que tu as sûrement dans ton classement. Le contre de LeBron James sur Iguodala, Game 7. Fuck, il était là, c'était le prochain. Voilà, c'était le prochain. Fuck, on en parle tous les deux. On en parle tous les deux. Parlons-en. Vas-y, je suis sûr que tu as plus à dire sur ça, toi. Vas-y. Bah, l'une des meilleures actions défensives de l'histoire du basket, parce que franchement, Ouais. il arrive de loin. Mm. Il arrive de loin. Est-ce que tu as regardé le contre de Tayshaun Prince sur Reggie Miller? Oui, oui. C'est la même chose. C'est quasiment Il arrive de loin, Tayshaun Prince Sauf aussi. que le LeBron James, il est beaucoup plus rapide. Hein, Oui. que Tayshaun Prince. Est-ce que tu as vu le bloc de LeBron James comme ça où il laisse. C'est pas celui-là, c'est où il laisse le joueur prendre la balle parce que ça va lui faire un retour dans son camp, du coup ça va faire un turnover. Je sais plus contre qui c'est, il faut que tu regardes, il laisse le joueur prendre la balle et le laisser partir au panier. C'est avec les Cavs ça? Non, c'est avec Miami. Ouais. Ou je sais plus. Mais je crois que c'est je sais plus, c'est un joueur des Lakers à l'époque, genre je sais plus. Okay. Il le laisse partir pour le contrer, alors qu'il aurait pu le prendre la balle qui partait, tu vois. Okay. Enfin, tu la regardes. Okay, et ouais, ce compte sur Iguodala, c'est. Il était sûr d'avoir un lay-up, ça fait que Golden State prend pas le dessus, c'est juste LeBron qui est clutch à sa façon. Quoi. Ouais, bah en vrai, ce que je trouve beau avec cette action, c'est que ça scelle une performance historique, et là il est au sommet du basket. Tu vois, il est vraiment. C'est le meilleur joueur du monde à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il est en game 7 de finale, retour historique. C'est la meilleure action du match par le meilleur joueur. Ouais. Mais tu sais qu'il aurait pu faire la meilleure action de l'histoire du basket d'ailleurs. Vas-y, c'est 2 secondes après. C'est quoi? Je m'en rappelle plus. Il gagne. Est-ce que c'est une action où il reçoit une passe de Melo, c'est ça? Non. Mais non, parce qu'il n'y a pas. Et c'est quand il part à la dernière minute pour mettre le dunk qui scelle le game, parce qu'en fait ils ont 3 points d'avance. Il peut sceller le game sur un dunk sur Draymond Green, il se fait fauter et il tape l'arceau et ça va faire le poster dunk de l'histoire du basket. Okay. Je sais pas si tu te souviens de ce. Non. Faut que tu le regardes, Tariq. Okay. En fait, il y a Curry qui pénètre, il kick out à LeBron, il fake et il posterise Draymond, sauf que ça tape l'arceau et ça ressort. Il y a faute. Et il en met 1 sur 2, et ça fait 4, et du coup ça gagne. Mais s'il met ce dunk là en N1, c'est la meilleure histoire, c'est la meilleure action. Parce que c'est couilles sur Draymond. Tu vois? Ouais. Mais on en profite pour dire que cette série elle existe aussi parce que LeBron est assez malin pour décrocher une faute technique sur Draymond Green. Oui, c'est parce qu'il est fragile. Au Game 4. Bah en vrai, c'est un. Draymond, c'est pour moi, c'est un semi-talker. Draymond Green? Ouais, semi. On en parle. Moi, on en parlera un autre jour. Je pense pas du tout. Hein. Non, mais on en parlera un autre jour. Mais ouais, le contre, le bloc. Ouais, magnifique moi aussi. C'est. Bah, vu que tu l'as aussi, j'en rajoute un parce que tu sais que j'en ai toujours un peu plus. En stock. Moi, il y a une action qu'on voit dans les highlights, mais qui, pareil, un peu comme toi pour Curry, tu vois, te donne. Ça n'a aucun sens. C'est exactement, tu te dis qu'est-ce qui se passe et ça te marque. C'est l'année où il est MVP unanime, Curry. Il est face aux Clippers et il rentre. Il ressort, il rentre, il va chez sa grand-mère. Entre 3 joueurs. Ouais, il passe acheter du pain. Il fait un petit coucou, il ressort, et donc il est entre DeAndre Jordan et Chris Paul. Il dribble dans le dos, il ressort et il shoot à 3 points. Et t'as tout le monde. Et Steve Kerr est comme ça. Tout le monde, c'est ça. Tout le monde qui fait, mais qu'est-ce qui se passe sur le banc des Warriors et des Clippers? Les joueurs des Clippers, ils sont éteints. Mais ça, c'est genre, ça c'est limite du manque de respect. Genre, ouais, j'ai pas envie de faire, j'ai envie de faire ce que je veux. J'ai pas envie de faire un basket normal. Ouais. Je vais tout faire et scorer en fadeaway 3 points sans regarder le panier. Tu te dis. Mais Curry, il était injouable avant ses blessures, il était injouable. Genre, les gens qui mettent pas Curry dans le top 5 des joueurs, moi je vois pas ce qu'ils ont regardé comme basket. Curry à l'époque, c'est injouable. C'était LeBron Curry. Hein. Voir Curry LeBron même. Sur l'histoire, c'est très dur en vrai de lutter. Non, pas top 5 histoire, mais top 10 histoire, moi je pense. Hein.
quand ce sera fini. Ah, Deux bagues où il est MVP, 3 bagues même. 3 bagues, 2 où il est MVP. 3 bagues, c'est toujours dur. Je trouve que c'est meilleur shooter de l'histoire. Oui. Il y a quand même un argument. Hein. Si il reprend un peu, si Klay Thompson part pas, s'il arrive à faire une équipe correcte là pour quelques déjà, années. sa carrière n'est pas finie. Hein, Non, il est pas encore si ça s'arrête là, il n'est pas top 10, mais il fait des choses encore dans sa carrière, il y a un argument quand même. Ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur qui a marqué la ligue. Genre, comme Abdul-Jabbar, comme Wilt, comme Michael Jordan, comme Shaq, ils ont changé les règles. Enfin, ils ont changé le style de jeu pour lui. Je sais pas si t'as vu la shoot zone de 2000 et de 2018. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as des gars comme de mid-range. T'as des Lillard qui shootent à partir de la zone où t'as le temps mort. Maintenant, tous les meneurs doivent tirer à 3 points. Ouais. Alors qu'avant, un meneur, ça tirait pas à 3 points. Non, mais en tout cas, ça shootait pas à 10 mètres, quoi. Ça shootait à 7 mètres. Avant, les 3 points, c'était les postes 3, les postes 2. Bah, il y avait des postes 1 qui shootaient à 3 points. Ouais, mais très peu. Stockton, il shoot à 3 points. Ouais, mais pas beaucoup. Pas en volumétrie, tu vois, de shoot, tu vois. Ouais. Genre maintenant, tous les meneurs doivent savoir monter la balle et tirer. Je pense pas que ce soit propre aux meneurs. Je crois que c'est toutes les équipes qui shootent beaucoup à 3 points. Mais c'est qu'aujourd'hui, t'as des postes 4 qui shootent à 3 points et c'est normal. Des postes 5 même. Ouais. Mais ouais, non, c'est Aldridge, il shoot à 3 points. Donc cette action-là, c'est vrai que c'était des manques de respect. Ouais. Moi, je vais dire ma dernière, moi. Vas-y. C'est l'action qui m'a plus marqué, je me souviens, c'est l'un des premiers clips d'NBA que j'ai vu toute ma vie. Ça se trouve, c'est la même que moi. En highlight, en retour. C'est le 3-6 de Vince Carter lors du dunk contest. Ah ouais, t'en avais parlé la dernière fois. C'est le 3-6 de Vince Carter, reverse 3-6, donc contre le sens logique d'un droitier. Ouais. Là où Shaq il jette sa caméra par terre. Ouais. Kenny Smith il fait It's over. Les gens du jury ils passent par-dessus la table, ils sont à genoux et tout. C'est l'action qui m'a le plus marqué de tout. Ouais, mais il avait tué le concours à 3 points sur toutes ses actions. Hein. Et toutes ses actions, il a eu des 50, je crois. Ouais, mais il en a un entre les jambes, mais là il met son bras dans l'arceau. Mais le 3-6, c'est le premier dunk du contest. Et les autres gars, ils ont été dégoûtés. Il y avait Steve Francis et T-Mac. Ouais. Et ils font tous des dunks de fou. Mais les gens ils ont dit, bah je peux pas gagner. Vous savez. Mais il était tellement dessus. Et c'est marrant parce que vraiment c'était une belle époque pour les dunks à 3 points. Parce que je crois qu'en 2003, ça c'est en 2000. En 2003, t'as Jason Richardson. 2002 et 2003, ouais. Les 2 années de suite, il fait des dunks entre les jambes avec une main, reverse et tout. C'est tellement beau. Et c'est créatif en plus. Ouais. Mais pour moi, ça me rappelle après l'époque Lavine et Gordon aussi. C'est des dunks de ouf. Enfin, il y a toujours eu des. Je trouve qu'il y a eu un trou, moi, avec Nate Robinson et Dwight Howard. Très gros trou parce que c'était pas ouf. Mais quand Lavine et Gordon sont revenus, il y a eu du niveau de ouf. Quoi. Ouais, mais voilà, il y a eu beaucoup d'années où c'était un peu nul. Ah oui, non, c'était nul quand. Nate Robinson, l'année où il gagne, je crois qu'il fait 12 tentatives ou un truc comme ça. Ouais, c'était relou. Après, ils ont mis du temps, ils ont changé les règles. Ouais. Ils ont mis 45 secondes, je crois, un truc comme ça. Mais je pense Aaron Gordon, c'est l'année où il perd pour une connerie là. C'est level Vince Carter presque. Entre les jambes, sous. Très très haut level. Au-dessus de la mascotte qui tourne sur un truc. Non mais. What? Pour moi, c'est pas le level Jason Richardson et Vince Carter. Pourquoi? Parce que eux deux, quand tu les vois, c'est même au-delà du fait que ce soit des pionniers, parce qu'il y a eu quand même d'autres gens qui ont fait des beaux concours de dunk comme Jordan. C'est que quand tu les vois, tu te dis, il est au-dessus des autres et il gagne. Il n'y a pas de débat. Ouais, mais aussi Lavine, c'est un des meilleurs dunkers de l'histoire aussi. Hein. Ouais. En temps de sèche et tout. Mais bon, en spectacle en tout cas, le 360 de. En 1 versus 1, c'est le meilleur duel. Ouais, à part Jordan et Wilkins à l'époque. C'est vrai, là je prends. Ouais, terminer mes actions, moi. C'est marrant, je m'attendais à ce que tu dises autre chose. Moi, je t'avoue, j'ai pas trop pensé au. Moi, j'ai vraiment pensé à des machins qui m'ont marqué, une action qui m'a marqué, même si c'est pas. Dernière seconde d'un match ou quoi, vraiment un truc où dans ma tête ça bougera plus. Bah, je t'avoue, moi je pense inconsciemment j'ai enlevé les trucs de All-Star. Moi, il y avait aussi l'action de Kevin Garnett, l'année où il est MVP au All-Star, où il met un gros dunk, je sais plus qui y a derrière. Contre l'arceau et je sais plus qui y a derrière. Qui est en dessous, autour, mais en tout cas, enfin je me rappelle, j'avais un poster. Ouais, mais c'est pas archi marquant. Mais ouais, en tout cas, moi ça m'avait marqué, tu vois. Mais oui, mais du coup, l'action
qui celle-là pour le coup m'a marqué, mais je sais pas comment l'exprimer autrement. Si c'est les Spurs, je m'en vais. Non mais c'est une des Si actions. Spurs, je m'en vais. C'est une des actions les plus spectaculaires de l'histoire. C'est Lakers Spurs 2004. Fisher qui met un shoot à 0,4 secondes. Ouais. Et je me rappelle, je vois le match, je regarde le match en direct. Ce qui se passe avant. Parce que Duncan il met un bank shot, non, avant. C'est ça, c'est qu'avant, ouais. juste avant, Duncan met un shot, met un shoot à 2 points face à Shaq. Ouais. Il le met en tête de raquette. C'était les deux équipes sont hyper fortes cette année-là. C'est l'année. Low scoring en plus, hein. 75-74 sur le match. Non, c'est un peu plus, c'est du 80. Mais très low scoring. 89, ouais, mais c'est pas très. Je regardais les Lakers si bas, c'était. C'était aussi une équipe, c'est ce que j'allais dire sur les Lakers, c'est que c'est l'équipe, l'année où ils construisent une équipe de stars avec Peyton et Malone. Aussi, ouais. Donc moi je suis pas fan déjà de base parce que c'est qu'une équipe de stars et ça joue beaucoup moins bien qu'une vraie équipe de Lakers. Peu importe. Une action incroyable de Duncan parce que il a chaque est avec lui à la tête de raquette, c'est-à-dire qu'un pas de plus et il a 3 points, tu vois jamais ça de chaque, mais il sait que Duncan va prendre le shoot de la gagne, donc il est avec lui, donc il a chaque en pleine face, mais il le met quand même, et là toute la salle, parce qu'il y a 0,4 secondes, c'est fini. Toute la salle, bon, ça va. Ouais, célèbre, il se dit mais c'est incroyable, et moi aussi je suis là quoi, je me dis c'est bon, on a gagné. Et 0,4 secondes, je rappelle un truc que les gens oublient, c'est que ça aurait pu être 0,3 secondes, parce que tu vois, c'est un complotiste. Mais écoute, les arbitres corrigent régulièrement ce genre de trucs. Ils mettent toujours 0,1 de plus. Ouais, voilà, mais du coup, pas de problème que ce soit 0,4. Mais je sais pas si tu le sais, mais quand c'est à 0,3 secondes, les arbitres peuvent décider d'arrêter le match. Parce qu'en dessous de 0,3, techniquement, ça marchera plus. On considère que le 0,4, tu peux rien faire. Mais 0,4 c'est la limite. Et il se trouve que Fisher prend la balle parce que tout le monde défend sur Kobe et tout le monde savait que Kobe allait pas prendre la balle parce qu'il reste que 0,4 secondes. Donc il faut que ce soit un catch and shoot. Et il a Ginobili devant lui. Ginobili est plus grand. Ginobili plus grand, ouais. Il fait 1,98 et Fisher doit faire 1,90 je pense. Ouais, peut-être un peu moins je crois. Mais maximum 1,90. En tout cas il est plus grand, Gino est plus grand. Et il est bien placé. Il est vraiment en face de lui. Ah oui, mais il shoot limite au pif. Hein. Mais genre, il met ce qu'il peut, il fait ce qu'il peut. C'est un geste parfait. La balle rentre. Il court vers les vestiaires. Ouais. Moi, je suis choqué. Toute l'équipe des Spurs est choquée. Il y avait Robert Torrey, c'est un super effectif. Tout le monde attend que tu vois qu'il y a un ralenti et que le shoot soit validé. Je me rappelle, mec. Il est 5h du matin, je crois, à ce moment-là pour moi. Je me rendors pas et j'ai le shoot en tête. Mais il me semble qu'en fait, dans la NBA, le chrono démarre quand la balle est attrapée. Oui, c'est sûr. Et du coup, il y a déjà eu pas mal de buzzer beaters en type. Oui. Tu vois, avec 0-1. Ouais. Mais ça, c'était vraiment un shoot. Quoi. Non, mais c'est ce que je te dis, normalement 0-1. Mais justement, 0-1, normalement, il n'y a pas d'action. C'est un alley-oop. Non, mais il n'y a pas d'action à 0-1, c'est ce que je te dis. Si, moi j'ai déjà vu des. En fait, il lance le chrono quand. Oui, ça c'est sûr. Quand la balle est touchée par le gars, du coup, quand c'est 0-1, ils font juste alley-oop, ils lancent. Alors, un type. Peut-être que la règle a changé, mais ce qui est sûr, c'est que le chrono commence quand la balle est touchée, ça c'est sûr. Mais moi je me rappelle cette année-là, en 2004, en dessous de 0,3, les arbitres peuvent décider de finir le match. Ça a changé parce que moi j'ai déjà vu des types de je sais plus qui. À 0,1 À 0,1. Okay. Il lance et le chrono ne démarre pas, il touche et ça sonne. Et dès que tu as touché, c'est bon après. Ouais, voilà. Donc gros souvenir. Et je me rappelle, une semaine après, je m'entraînais à faire le même shoot que Fisher. Parce que j'étais tellement obsédé par ce truc. Main gauche, t'es obligé. Enfin, tu prends la balle main gauche, mais tu shootes main droite. Mais mine de rien, Fisher, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'était un bon clutch shooter. Il a mis des gros 3 points pour les Lakers, surtout sur le run de 2008 à 2010. Hein. Non, mais il a toujours été hyper important. Il défendait fort en meneur. Il finit à OKC, il passe par les Knicks, et partout où il passe par les Knicks, non? Ouais, mais est-ce que c'est ça qu'on a envie de mentionner ici? Mais partout où il passe, il est passe à Tokar City.
Il met de vrais shoots. Ouais, mais chez les Lakers, il met des shoots clutch. Bah, aux Lakers, il gagne des titres. Ouais. Enfin, Kobe lui faisait confiance, quoi. Bah oui, parce que c'est un super shooter. Super joueur. Ok, bah belle action en tout cas. C'est vrai que celle-là, je l'avais un peu zappé, ouais. Magnifique action. Vraiment, c'est. Je crois que quand on en avait parlé, on s'est dit on fait le top des actions. C'est la première action, mais ça, je l'ai constamment en tête. Moi, c'est Vince Carter. Moi, quand je vois le chrono à 0,4 secondes, le premier truc que je pense, c'est Fisher. J'ai l'impression que Fisher peut débarquer à tout moment quand c'est 0,4 secondes et mettre le shoot. Ouais, mais c'est pas. Mais les Spurs ont quand même gagné, donc. La série. Je crois que cette série-là, il la gagne pas. Hein. Ah non, c'est 2004, c'est le final. Oui. Il la gagne Détroit contre les Lakers. En fait, j'ai la série en tête parce que je regardais tous les matchs. Sur les 2 premiers matchs, les Spurs écrasent les Lakers. Tipeee a 30 points de moyenne. Il défonce Payton. C'est incroyable. Payton est en fin de carrière. Ouais, mais c'est quand même étonnant de voir à quel point il les écrase. Mais les Lakers reprennent l'avantage. Et du coup, Game 3, Game 4, ils gagnent chez eux. Et Game 5, ils gagnent à San Antonio. C'est là où tu dis, putain, le match, la série tourne. C'est le tournant de la série. Et Game 6, il le gagne. Yes. Bon, top 5 d'action. Yes. J'espère que vous avez kiffé. Je pense qu'on est good. Ouais, on a fait. Je pense qu'on est good. Une belle petite. Ce qu'il faut faire. Je sais pas si tu vas baquer ce que je veux dire. Il faut écouter ce podcast. Pas comme des tocards. Ouais, dis-le à ton voisin. Tu croises un grand dans la rue. Ouais. Dis-lui, il y a un podcast de basket. Tape-le sur l'épaule. Dis-lui, il y a un podcast de basket. Écoute-le. Si tu sens que tu as besoin de flyers, tu nous écris, on t'envoie des flyers. Oui. Et tu parles de ce podcast à tout le monde. Tous les gens qui font plus d'1m60, dis-leur, il y a un podcast sur le basket. Ils sont assez grands pour le basket. Et ceux qui font moins d'1m59, pareil. Oui, ils vont dire. C'est vrai. Tu vois un gars avec un maillot de basket, tape-lui sur l'épaule, dis-lui, mec, il y a un podcast, écoute-le, ok? Tu l'écoutes, ce putain de podcast. Ou tu peux le regarder aussi, ok? Ou au pire, juste tu le télécharges et tu nous mets une note de au 5 pire, étoiles. Tu l'allumes chez toi et tu l'écoutes même pas. Ok? Tu le mets en fond, tu fais tes pattes, tu fais ta vie, mais tu le mets, ok? Ouais, tu mets play et tu coupes le son. Oui, fais-le écouter à ton voisin. Dans le bus, tape l'épaule de ton voisin, Corona ou pas, tu t'en fous, il y a un podcast meilleur que ça. Non, il faut que les gens l'écoutent. C'est vrai, t'as raison, c'est important. Il faut que les gens écoutent ce putain de podcast. C'est un podcast de première nécessité, on oui, le dit pas ça. Oui, écoutez-le, bordel. T'as les médecins, les infirmiers et ce podcast. Yes. Merci à tous, écoutez-le. Merci à vous. Yes, à la prochaine.